Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va tester cette fameuse GPD Win, la console de jeu de chez GPD qui, pour la première fois, quitte le monde d'Android pour se lancer dans le monde du PC. Et du coup, la GPD Win devient plus qu'un simple engin de jeu, j'ai envie de dire, ça devient un véritable mini PC. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un système de pointage, il y a un clavier, il y a un écran tactile. Donc est-ce qu'on est en face d'un package vraiment excellent ou est-ce que c'est un hybride un peu raté? C'est ce que ce test va essayer de déterminer tout de suite. Je m'excuse par avance pour ma voix de nez bouché et les quelques tout-sautements que vous allez entendre pendant cette vidéo. Je suis quand même pas mal malade aujourd'hui, mais voilà, j'ai plein d'objets en retard à tester derrière moi, là ça commence un petit peu à déborder, donc je n'ai plus le choix, je peux pas attendre d'être totalement remis, je vais devoir faire ce test envers et contre tout. À la François Fillon. Mais en moins riche. Bien, et on commence par notre traditionnelle analyse de l'emballage, qui va être très rapide puisque GPD a fait le choix de la sobriété. On est sur une boîte en carton noir avec une texture un peu genre ce vieux cuir qu'on avait sur les vieux cahiers d'écoliers là, qui est assez sympathique. Quelque chose qui est entre le cuir et le tissu, je sais pas trop comment vous décrire, je sais pas trop si on va pouvoir voir la texture, oui un petit peu quand même. Hein. Elle est très agréable et ça donne vraiment au produit un look sérieux et premium. Renforcé d'ailleurs par le fait que le logo GPD est en lettres d'or et brille avec un léger reflet cuivré quand même. Lui aussi texturé, c'est vraiment très joli. À part ça, il n'y a rien d'écrit sur la boîte, ni sur les côtés d'ailleurs. Le seul endroit où il y a quelque chose d'écrit, c'est ici dans le coin, il y a une étiquette où il y a marqué donc GPD Win. Mais c'est le seul moyen de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Alors est-ce que GPD veut réutiliser la même boîte pour d'autres produits? Peut-être. Et changer simplement les cales à l'intérieur, c'est pas impossible. Mais en attendant, c'est une très jolie boîte. Procédons maintenant à l'unboxing. Bien, donc on soulève tout simplement, hein, c'est pas compliqué, voilà. Alors il y a un petit peu de mousse dans l'intérieur du couvercle, comme toujours, hein, chez GPD, on a le souci du détail à ce niveau-là, c'est bien. Ici, vous pouvez voir un autocollant avec la licence de Windows 10, que j'ai masqué, alors c'est pas parce que j'ai pas envie de la partager avec vous, c'est juste parce que je pense que Microsoft n'apprécierait pas trop que je montre comme ça une clé de licence dans une vidéo YouTube publique, donc par précaution je l'ai masqué, mais sachez que votre clé de licence elle n'est pas installée dans la machine, hein, quand vous allez démarrer la machine, Windows n'est pas activé, c'est à vous de taper la clé de licence, je pense que chez GPD c'était plus pratique et rapide de faire comme ça. Voilà, et c'est une clé de licence légitime, vous pouvez ensuite activer Windows, j'ai vérifié, ils n'ont pas mis de KMS ou de trucs un peu louches comme ça, donc on est bel et bien sur un Windows legit, ça fait déjà plaisir. Ensuite on a la console qui est dans un petit sachet plastique, je vais la mettre ici pour le moment. Cette cale ici est en plastique rigide, d'ailleurs on peut voir le petit logo GPD brillant, c'est vraiment très beau. Hein. Les finitions de l'emballage sont vraiment top. En dessous, on a un film protège-écran offert, ça fait toujours plaisir, mine de rien, ça protège l'écran, c'est le but. Et puis voilà, c'est le genre de truc qu'on achète toujours séparément, même quand on s'achète un smartphone haut de gamme, il n'est pas fourni, et ça fait encore quelques euros à mettre au bout. Donc là, vous n'aurez pas de petits frais à rajouter au gros, on vous fournit le film écran, ça c'est très gentil. Et en dessous, il y a 3 compartiments qui sont clairement labellisés, toujours avec cette espèce de petit traitement doré sur les icônes. Hein. Donc ici, on a la prise secteur. Alors vous avez vu sur l'emballage hein, que j'avais la version US, vous voyez c'est marqué là. Je pense que c'est parce que chez Gearbest, ils avaient tout simplement plus la version européenne en stock, parce que vous pouvez vous l'acheter avec l'adaptateur directement européen. Donc moi là voilà, j'ai une prise américaine, là c'est une power brick qui a l'air de qualité et qui balance je crois 2,5 ampères, c'est ça, voilà, en 5 volts évidemment, c'est de l'USB, voilà, petit chargeur de qualité, ça fait toujours plaisir. En dessous on a le casque audio et le câble USB. Alors c'est compartimenté là aussi, il y a 2 compartiments à l'intérieur. Le câble USB, il est de qualité mais il n'est pas logoté. Voilà, mais c'est un bon câble, de bonne qualité, ça se voit tout de suite. Donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. Impeccable. Et alors, le casque audio, c'est là que j'ai eu la première déception en regardant ce produit la première fois. C'est une putain de contrefaçon des AirPods d'Apple. Et là, franchement, je trouve que ça gâche un peu l'expérience utilisateur. Il aurait mieux valu mettre un casque chinois générique, même de mauvaise qualité, ou alors carrément ne rien mettre.
que de mettre une contrefaçon. Je trouve que ça étiquette tout de suite le produit, produit chinois low cost que d'avoir mis une contrefaçon Apple à l'intérieur du packaging. Là, je suis un petit peu... C'est un petit bémol. Pour moi, ça, c'est un faux pas de la part de GPD. C'est dommage. Et puis, on a de la paperasse dans ce dernier petit carton. Alors, je vais vous montrer parce que la notice mérite le détour. Vous allez voir. Donc d'abord on a ce petit dépliant qui décrive les organes de la machine, vous voyez, avec un petit logo comme ça, tag, boum, et puis c'est aussi la carte de garantie, voilà, avec un faux tampon, pourquoi pas. Donc très bien, il y a les spécifications aussi, voilà, si ça vous intéresse, vous ferez pause et vous pourrez les regarder dans le détail. Mais c'est surtout la notice qui est intéressante, parce que c'est pas tant la notice de la GPD Win qu'une petite notice de Windows 10 finalement. On vous décrit comment démarrer Windows, comment le configurer, comment mettre les différents réglages, comment optimiser pour la GPD, parce que évidemment la GPD n'est pas un PC, enfin si c'est un PC, mais bon c'est pas un PC avec 500 Go de disque dur par exemple, vous avez que 64 Go, donc il faudra faire attention à pas remplir la mémoire avec des trucs inutiles, donc on vous explique comment optimiser tout ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne idée. Et puis ensuite comment fonctionne Windows de manière générale, etc. Comment faire en sorte d'utiliser certains des éléments de la GPD pour vraiment avoir une bonne expérience Windows. Très belle notice, papier glacé, photo couleur, ça c'est vraiment très chouette. Merci GPD. Bien, il est temps désormais de déshabiller la GPD Win de son emballage de plastique. Ouh, regardez-moi ça, c'est presque érotique. Voilà, et on tombe sur quelque chose qui ressemble à une espèce de grosse 3DS XL, mais qui cette fois-ci, contrairement à la GPD XD, arbore quand même un design qui lui est propre. C'est pas du copier-coller sur Nintendo, on est dans le même concept, mais le design est radicalement différent, avec une forme plus en galet, plus organique d'ailleurs que les DS qui sont un petit peu trop rectilignes, j'ai toujours trouvé. Là on est sur quelque chose qui a presque la forme de... Je sais pas trop comment décrire ça, ça ressemble un petit peu à ces lecteurs de DVD portables qu'on avait à une époque, mais encore plus petits. Et tout de suite en main on a une impression de qualité, même si c'est du plastique partout, hein, on va pas se mentir, c'est du plastique en dessous, c'est du plastique au-dessus. À une époque ils avaient prévu de mettre de l'alu sur le dessous pour la dissipation thermique, et puis finalement ils ont mis un ventilateur, et ils ont mis la coque entièrement en plastique. Mais elle est très qualitative, et franchement au toucher elle est très agréable, il y a une espèce de petit côté texturé satiné, qui fonctionne très bien. Donc on va faire le tour du propriétaire, hein. Donc ici sur le dessus il n'y a absolument rien, il n'y a même pas un petit logo GPD, c'est un petit peu bizarre, j'aurais bien aimé un logo rétro-éclairé, vous savez, façon Apple, histoire de faire un petit clin d'œil, mais bon, j'imagine que pour certainement des raisons de coût, ils n'ont pas commencé à faire ça. Sur le devant ici on peut voir l'évacuation de l'air chaud, d'ailleurs on devine un petit peu les radiateurs en cuivre à l'intérieur, parce que GPD a mis un vrai système de refroidissement dans cette bécane, mine de rien. Ici il y a le micro, et ici donc le voyant de fonctionnement. Sur l'arrière, c'est là qu'il y a le plus de choses, hein. On a les boutons L1, R1, R2, L2, hein, de chaque côté, donc ça fait 4 boutons de gâchette, ça c'est très bien. On a une prise USB type C pour la recharge, mais qui est aussi une prise data, hein. J'ai fait l'essai, j'ai essayé de brancher une clé USB via un adaptateur, ça fonctionne. Une prise mini HDMI, ça vous permettra de relier la chose à un grand écran ou à un téléviseur. Ici, vous avez la fente pour mettre une micro SD. J'en ai une de 64 Go, donc avec les 64 Go intégrés, j'ai désormais 128 Go. Apparemment, le constructeur dit qu'on peut monter jusqu'à 256 Go, mais j'ai pas de carte aussi grosse chez moi. Une prise USB 3.0 full size, ça c'est vraiment cool, parce qu'on pourra brancher directement ces clés USB sans adaptateur. Et ici, donc, une prise jack, puisqu'on n'est pas chez Apple, on conserve la prise jack chez GPD. Ici, sur le dessous, on a un interrupteur pour la ventilation, car la ventilation n'est pas automatique, elle est manuelle. Donc on peut couper complètement la ventilation, la mettre sur moyen ou la mettre sur fort. L'avantage, c'est que si vous la coupez, vous êtes en silence total. Si vous la mettez sur fort, vous entendez le ventilateur, mais vous êtes avec des performances ultimes parce que le processeur ne chauffe pas suffisamment pour faire du throttling, c'est-à-dire pour s'auto-ralentir. Milieu, c'est pas mal parce que c'est quasi inaudible, c'est vraiment seulement en silence total qu'on l'entend. Et ça permet malgré tout de refroidir efficacement le ventilo. Donc en général, c'est comme ça que pendant tout le test, moi, je vais être. On a le quality check fait par le numéro 65. Putain, les mecs, ils sont de plus en plus nombreux, hein, le gang des quality check. Tout un tas d'icônes Bluetooth, bien sûr. Ça, c'était le gros manque de la GPD XD. On l'a désormais sur la GPD Win. Et puis ici, vous pouvez voir la prise d'air du ventilateur. D'ailleurs, il y en a deux. Ici, à l'origine, ça devait être un haut-parleur, mais du coup, c'est devenu une prise d'air.
d'air pour le ventilo. Hein, sur les premiers prototypes, c'était du son stéréo, il y avait un deuxième haut-parleur ici, mais il n'y avait pas de ventilo. Ils ont préféré la performance au son stéréo, je pense qu'ils ont bien fait. Du coup, de ce côté-ci, en revanche, on a une vraie grille de haut-parleurs. Il y a vraiment un haut-parleur de ce côté-là. Heureusement, sinon, on serait en muet. Bien, alors, on va ouvrir la belle. Tout de suite, on tombe sur l'écran 5,5 pouces IPS 720p qui équipe la machine. Un très bel écran, vous allez voir quand on va l'allumer. C'est également un écran tactile, comme vous pouvez le voir aux innombrables traces de doigts que j'ai laissées dessus. Ici, juste en dessous, on a la partie clavier et contrôle gamer. Alors, on va d'abord parler du clavier. C'est un clavier QWERTY, la console n'est pas disponible dans d'autres dispositions, vous n'aurez pas de LaserTy par exemple, donc il faudra faire avec. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai laissé le Windows en anglais, parce que je me suis dit, quitte à avoir un clavier anglais, autant tout laisser en anglais, comme ça c'est cohérent. Voilà, donc on a quand même les touches de fonction, ça c'est une bonne idée, parce que beaucoup d'émulateurs font appel à ces touches-là, donc ça c'est bien vu de la part de GPD, et bon bah après évidemment il y a la sempiternelle touche de fonction, comme toujours hein, sur les claviers qui n'ont pas beaucoup de touches, pour accéder à certaines fonctionnalités un petit peu plus avancées. Ça permet quasiment exclusivement d'utiliser d'ailleurs les touches de fonction, ainsi que les quelques fonctions secondaires comme page up, page down, etc. qui se trouvent ici. Outre le clavier, on a ici sur la droite quelques contrôles supplémentaires, donc on va voir le bouton power qui se trouve ici, qui est un peu moins proéminent que les autres, donc ça évite d'appuyer dessus par accident. C'est aussi le seul bouton qui est métallique, là où tous les autres sont en plastique. On voit le bouton d'accueil de la Xbox, hein, qu'on trouve normalement au centre des manettes Xbox. Le réglage du volume, Select et Start sont arrivés ici, ils ne sont pas sur la partie haute des contrôles, et en dessous on a quelques touches de clavier supplémentaires, mais je pense que le plus notable dans cette zone là c'est L3 et R3 qui normalement sont les sticks cliquables. Comme les sticks ici ne sont pas cliquables, L3 et R3 ont été déportés ici, et ça je trouve que c'est un peu maladroit. Moi je les aurais plutôt mis ici au centre, ou au-dessus là, enfin quelque part de facilement accessible avec les pouces. Là faut aller les chercher quand même, hein. Bon, heureusement, peu de jeux s'en servent, mais bon, pour les quelques rares jeux qui s'en serviront, vous risquez d'être un petit peu gêné. Bien, alors je vais pas m'éterniser sur l'interface, parce que c'est du Windows 10, hein, vous savez tous comment fonctionne Windows 10, enfin, tous ceux qui l'ont en tout cas, mais c'est le vrai Windows 10, hein, totalement complet, et comme vous pouvez le constater, donc ici, avec le joystick de droit, je contrôle la souris, le pointeur, hein, bien sûr sa vitesse est réglable, voilà, il accélère au bout d'un moment, comme sur les sticks qu'on avait sur certains PC de chez IBM à une époque, ou désormais maintenant de chez Lenovo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici c'est la molette de la souris, mais évidemment pour ça il faut être sur une page web ou un truc équivalent. On retrouve le menu démarrer, le vrai, hein, celui de Windows, voilà, donc c'est pas compliqué, on clique, ça s'ouvre. C'est vraiment exactement comme sur un mini PC. Et c'est d'ailleurs la grande force de cette machine, c'est qu'outre le fait que vous allez pouvoir faire du gaming dessus, bah, vous allez aussi pouvoir faire autre chose, travailler, faire du montage basique, des choses comme ça. Évidemment, avec le processeur Atom, c'est un 8700 qui équipe cette machine. Vous pourrez pas faire des merveilles, mais vous pourrez quand même faire pas mal de trucs. Donc d'ailleurs, si on va voir dans les propriétés du système, on pourra voir un petit peu ce qui équipe cette bécane. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un Intel Atom X7 Z8700, donc c'est quasiment le plus puissant des processeurs Atom, puisque le plus puissant c'est le 8750, donc il fonctionne à 1,6 GHz, mais il monte à 2,2 en mode turbo, on a 4 Go de RAM, et on est sur un Windows 64 bits, et non pas 32 comme le faisaient certains constructeurs à une époque, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si on va voir le disque dur, voilà, donc vous pouvez voir qu'on a bel et bien nos 64 Go, hein, donc en fait il y en a 57 accessibles à l'utilisateur, et là j'ai mis une carte SD de 64 Go, donc j'ai 59 Go accessibles à l'utilisateur, voilà. Donc on a quand même pas mal de choses sous le capot, et on peut quand même déjà pas mal se faire plaisir. Mine de rien, là j'ai quand même installé des gros jeux, et d'ailleurs je mettrai en gros le nom de la personne qui m'a aidé à les télécharger, parce que moi je les avais pas, il a partagé son compte avec moi, c'est très sympa de sa part. On va pas tester GTA 5 ou des jeux plus récents, parce que ce serait absurde, c'est évident que ça va ramer à mort, mais je pense que des jeux qui ont 4-5 ans, c'est peut-être jouable, donc on va essayer de voir si ces jeux-là parviennent à tourner correctement. On va aussi essayer quelques émulateurs, et notamment Dolphin, qui est
qui est très demandeur en puissance, donc ça risque d'être intéressant aussi. Voilà, donc on va quand même essentiellement axer notre test autour du gaming, parce que je pense que c'est quand même ça qui vous intéresse. Mais on va d'abord commencer par des benchmarks. Bien, voici les résultats Geekbench en single core, on est à 921, et en multicore, on est à 2390. Alors évidemment, ça n'est pas très significatif de vous montrer ces chiffres-là sans les comparer avec un autre PC. Donc je vais les comparer avec un PC d'il y a... on va dire 5 ans, parce que ce serait absurde de le comparer avec un PC moderne, mais un PC d'il y a 5 ans qui tourne sous un Core i3. Voilà les résultats d'un test sur un Lenovo 5931, donc c'est un PC qui a déjà quelques années, et qui tourne sous un Core i3 à 2,2 GHz. Et là, forcément, on voit bien qu'on est à plus du double de puissance sur le Core i3, enfin, plus du double de puissance en multicore. En single core, l'écart est un peu moindre, mais évidemment, il ne faudra pas s'attendre à avoir des performances d'un PC top moumoute. Néanmoins, on n'en est pas si loin derrière, je veux dire, moitié moins qu'un Core i3 d'il y a quelques années, c'est quand même déjà une très belle performance pour un appareil qui, je vous le rappelle, est tout petit comme ça, et vous permettra de jouer absolument partout, même dans le métro, quoi. Donc maintenant, la question c'est... quid des performances in-game? On va commencer par tester peut-être quelques émulateurs, et puis ensuite se diriger vers le monde du jeu PC. Alors, je vais essentiellement utiliser RetroArch pour ce test, parce que je vais vous expliquer pourquoi juste avant de démarrer le test. Une fois que j'aurai fait cette explication, je passerai en mode full screen, c'est-à-dire qu'en fait je vais utiliser un petit boîtier d'acquisition HDMI et je vais me brancher en HDMI derrière la GPD, parce que voilà, ce sera plus pratique que de tenir le truc et de le filmer, et puis ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité de vision. Mais il faudra me faire confiance sur parole, ce sera bel et bien la GPD Win qui va faire tourner tout ce que vous allez voir. Bien, alors pourquoi essentiellement utiliser RetroArch pour l'émulation et pas les émulateurs de Super Nintendo, de Mega Drive, etc. séparés, ce qui en général permet d'avoir des performances un petit peu meilleures? Alors, pour une raison assez pénible, c'est que comme GPD a réuni les sticks des manettes et les systèmes de pointage sur les mêmes joysticks, ce qui paraissait logique comme ça de prime abord, effectivement c'était ce qui était le plus ingénieux à faire. Le problème c'est que si par exemple ici je veux lancer Dolphin, par exemple, vous voyez Dolphin que j'ai mis ici, je vais amener ma souris dessus comme ça et je vais double-cliquer, tac, et ensuite l'émulateur va se lancer. Le problème, c'est que si ensuite je passe en direct input, clac, comme ça, il est déjà trop tard. En fait, quand l'émulateur se lance, il détecte instantanément si oui ou non une manette est branchée. Si une manette est branchée, il mappe les touches sur la manette. Si une manette n'est pas branchée, il mappe les touches sur le clavier. Et vous avez compris le problème, c'est que je ne peux pas aller ici et lancer Dolphin tout en étant en mode manette. Je suis obligé d'être en mode souris. Donc là, il y a un petit conflit entre ces deux modes-là. Donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est de se mettre en mode manette et d'utiliser l'écran tactile pour les manœuvres. Mais c'est pas toujours facile, notamment les interfaces des émulateurs, et surtout sur un petit écran comme ça, n'ont pas été faites pour être utilisées à la manette, mais à la souris. Alors que RetroArch, lui, est une interface qui fonctionne à la manette. Donc je peux me mettre en mode manette, lancer RetroArch à l'écran tactile, et ensuite naviguer dans les menus de RetroArch avec les sticks analogiques en mode manette. Donc ça, c'est un gros avantage. Du coup, si vous avez l'intention de faire de l'émulation, je vous recommande de laisser tomber les émulateurs standalone, ou en tout cas ceux qui sont les plus pénibles à utiliser avec l'écran tactile, et de passer le maximum d'émulateurs sous RetroArch. C'est ce que moi je vais faire pendant ce test. Mais voilà, ça c'est un petit défaut de la conception du produit que je pensais intéressant d'évoquer avec vous. Bien, voilà, donc là je suis bel et bien sur ma GPD Win, je fais une capture HDMI direct, avec un boîtier dont je ferai le test prochainement d'ailleurs, parce que c'est un boîtier qui est totalement autonome, on n'a pas besoin d'un ordinateur ou quoi que ce soit pour le faire marcher. J'espère que tout va bien fonctionner, j'utilise aussi mon petit dictaphone pour enregistrer ma voix. Bien, donc on va commencer, avant de se lancer à corps et à cri dans le jeu vidéo, par voir ce que donne l'appareil quand j'essaye de décoder une vidéo 4K en 60 fps. C'est parti. C'est toujours Big Buck Bunny, bien sûr. Plein écran, voilà. Bon bah ça m'a l'air plutôt fluide, rien que le travelling là c'est bon, on va avancer un petit peu.
Ah, c'est extrêmement fluide, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Ouais, c'est nickel, hein. Ça défile parfaitement fluide, tout est très propre. Donc pour décoder de la 4K, le petit processeur de chez Intel fait des merveilles. Bien, alors maintenant concernant les jeux, je vais lancer RetroArch, puisque c'est un émulateur qui fonctionne très très bien avec les touches physiques manettes de la GPD Win. Donc vous voyez, on retrouve une interface un peu à la PSP, hein, en cross-media bar. Donc on va commencer par, on va prendre de la NES, allez, un ultra classique, ça va déjà nous permettre de voir un petit peu ce que donnent les contrôles hardware. Est-ce que c'est de qualité ou pas? Alors on y va. Voilà, il faut que je trouve les bonnes touches, mais ça y est, c'est bon. Alors déjà la fluidité est top, la définition de l'écran est vraiment très bonne. On a des bonnes sensations en main. Alors, les touches physiques sont un peu petites, hein. C'est comparable, je dirais, à ce qu'on a sur les Joy-Con de Nintendo. Peut-être un peu plus petit encore, donc on va pas avoir des trop grosses paluches. D'autant plus que les boutons sont quand même assez proches du bord de la console. Mais globalement, ça va, hein, il n'y a vraiment pas de problème à déplorer. C'est pas mal, je vais essayer de faire un bon pole jump. Oui, voilà, donc aucun problème sur les contrôles. Pas de lag input non plus, donc à ce niveau-là, ça va, on est gâté, tout fonctionne nickel. Alors on va essayer un petit peu de la Game Boy Advance pour voir si ça va mieux. Let's go! Choose a Super Mario Bros. Choose a here I come. La fluidité à l'écran est vraiment remarquable, hein. Je sais pas si la capture vidéo rendra justice à ça évidemment, mais l'écran est vraiment propre, il y a un bon petit contraste, c'est vraiment sympa. Puis là, même chose, hein, la Game Boy Advance, ça passe super fluide, même avec les déformations, les zooms et tout ça. Les scrollings d'un écran à l'autre, aucun problème, il n'y a pas de déchirement vertical ou horizontal, c'est nickel. Voilà, donc la Nintendo 64 avec ici Majora's Mask, on voit l'intro, mais comme elle fonctionne avec le moteur du jeu, ça va déjà nous donner un bon indicateur de la puissance du truc. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Ça a l'air plutôt fluide. En même temps, la Nintendo 64, ça commence à plus être tout jeune, mais c'est une console qui est chiante à émuler, j'ai l'impression. J'ai jamais vraiment vu d'émulateur faire de l'émulation parfaite là-dessus. Il y a toujours des petits bugs, notamment sonores. En tout cas, là, la fluidité est plutôt pas mal. Il y a quelques drops de framerate quand même, j'ai l'impression, sur les travelling, mais c'est vraiment pas bien méchant. Alors, on va faire un petit coup de PSP maintenant. Alors, vous savez, j'aime beaucoup tester avec Tomb Raider Anniversary, puisque c'est un jeu qui est quand même assez demandeur. J'ai un petit peu avancé dans le jeu, histoire de vous montrer des portions différentes. Enfin, quand je dis un petit peu, j'ai dû jouer 5 minutes, hein. Donc ça va vous permettre un petit peu de voir du in-game un petit peu plus intéressant que juste la chaîne de montagne du début. Voilà, et ma foi, là encore, la fluidité est plutôt bonne, comme vous pouvez le constater. C'est pas mal jouable. Alors là, après, c'est sûr que c'est pas forcément le meilleur moment du jeu. Parce qu'il n'y a pas grand chose, mais on va arriver à un endroit voilà, où il y a plus de choses à afficher. Voilà. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors il a quand même fallu que je désactive le filtrage d'écran hein, pour avoir cette fluidité. Mais regardez ça, on peut vraiment jouer à la PSP
full speed, tranquille, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Et là, c'est peut-être la première fois que j'ai un tel niveau de performance sur un appareil que je vous montre. Donc ça, c'est plutôt agréable. Bien, alors on va tout de suite passer à la vitesse supérieure avec la GameCube. Oui, parce que je peux utiliser Dolphin sur cet appareil, évidemment. Voilà, donc allons-y. Resident Evil. Parce que je ne crois pas que j'ai sauvegardé quoi que ce soit. On va se mettre en easy. Hein, ce sera bien assez dur comme ça, à mon avis. Ah, merde. Resident Evil. Ah oui, c'est vrai, A et B sont inversés sur la GameCube. Ah, autant pour moi. Alors, on recommence. Voilà, c'est parti. Donc là, pour le moment, évidemment, dans les menus, c'est plutôt fluide. On va prendre Jill Valentine parce qu'elle a un pantalon moulant. Ça se refuse pas. On va sauter les cinématiques parce que, Dieu merci, ce jeu-là le permet. N'est-ce pas, Majora's Mask ? Et on va commencer à jouer. Alors l'intérêt de tester Resident Evil, c'est que fondamentalement, c'est un jeu qui est assez facile à émuler parce que presque tout est en 2D dans ce jeu-là. Il n'y a que quelques éléments du décor, mais vraiment pas beaucoup. Et les personnages qui sont en 3D, tout le reste est en 2D. Donc l'émulateur en général s'en sort plutôt pas mal. Et en plus, c'est un très très bon jeu. Donc voilà. Donc je sais pas si on est en full speed, j'en ai pas le sentiment, mais on en est pas loin, hein, et c'est franchement jouable, et ça fait vraiment plaisir. Very. Voilà, donc sachez que sur les jeux peu demandeurs, la GameCube fonctionne aussi sur la GPD, ce qui est franchement extraordinaire de dire qu'on peut jouer un tel jeu comme ça en mobile. Regardez-moi ça, c'est quand même plutôt joli, hein. Non, c'est vraiment cool, hein. Ah, normalement, si je me souviens bien, il y a un putain de zombie, là. Ouais. Et on peut économiser des balles en... Ah non, va pas par là. Bon, d'accord, ok. Les contrôles, ça a toujours été le point faible de ce jeu. Ça commence bien. Premier zombie, je me fais chiquer. Hop. Puis en plus, je vois pas très bien parce que c'est sombre, l'écran est petit. Ça, c'est un truc aussi. Mettez la luminosité à fond, hein, sinon vous n'allez pas voir grand chose sur des jeux comme ça. D'autant plus que l'écran de la GPD Win affiche pas mal de reflets quand même. Hein, il n'est pas anti-reflet. Voilà, mais Resident Evil fonctionne très bien. Maintenant, on va essayer un jeu plus demandeur. Super Mario Sunshine. Alors Super Mario Sunshine, il est intéressant à tester celui-là parce qu'il affiche un maximum d'effets graphiques. C'était vraiment un jeu pour vendre des GameCube. Nintendo avait fait vraiment le pari de mettre énormément d'effets graphiques. Il y a de la transparence, il y a du motion blur dans tous les sens. Il y a vraiment énormément d'effets graphiques. Et ça va certainement se ressentir presque tout de suite en jeu. Je pense que ce jeu-là, lui, il va ramer énormément. Ouais, voilà, on voit déjà bien hein, que c'est pas full speed du tout. Voilà, donc là, on doit être à 7-8 frames secondes. Hein, c'est vraiment pas au point. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est injouable. Mais bon, c'est pas très agréable, quoi. Disons que pour la GameCube, il faudra se contenter de jeux majoritairement 2D comme Resident Evil. Dès qu'il y a beaucoup de 3D, dès qu'il y a beaucoup d'effets graphiques, ça va pas mal ramer. Mais bon, on arrive quand même à faire tourner la GameCube sur un tout petit machin qui tient dans la poche. C'est déjà quand même plutôt remarquable. Bien, alors maintenant je vais vous montrer ce que donnent les performances jeux PC pour cette petite console, et pour ça je vais jouer à Skyrim. Au début j'avais prévu de vous montrer Half-Life 2 et Skyrim, mais comme un idiot j'ai pas pensé que mon Half-Life 2 est une version DVD. Et alors j'aurais pu mettre un lecteur de DVD externe et tout, mais c'est pas pertinent sur un petit machin comme ça. Donc tant pis, on fait une croix sur Half-Life 2, qui tourne en full speed avec les graphismes à fond, ça vous pouvez me croire sur parole. Mais du coup là je vais directement passer à Skyrim. Donc là le jeu est en graphisme minimum, hein, c'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai lancé, il m'a dit qu'il s'était mis en graphisme minimum. Malgré tout je trouve que les textures sont quand même plutôt jolies, hein, comme vous pouvez le voir. La fluidité est plutôt bonne, je dirais qu'on est à 20-25 frames par seconde. Je vais essayer de sortir de ce truc là dans lequel je me suis retrouvé.
Hop là, ouais, c'est le tout début du jeu, hein. Alors je sais pas du tout où je suis, ni comment on en sort. Putain. On peut descendre là. Oui, voilà, je vais pouvoir sortir par là. Ok, génial. Donc c'est plutôt fluide, c'est plutôt rapide. Les graphismes sont ma foi plutôt jolis. Voilà, on va se rapprocher d'un mur pour voir les textures de près. Voilà, alors c'est sûr qu'on voit que c'est pas parfait. Mais on s'en sort bien, hein. Et puis comme l'écran est très petit, ma foi c'est plutôt joli. Alors je vous montre le jeu directement sur la GPD là, parce que quand je mets l'acquisition vidéo de ce jeu là, je sais pas pourquoi l'image est toute noire, donc ça ne marche pas, donc bah tant pis, hein, on est bien obligé de filmer en direct, mais comme ça en même temps ça vous permet de voir un petit peu la qualité de l'écran qui est très bonne, ça vous permet aussi de voir que bah y a des reflets, hein, mine de rien, ça va encore, hein. Là je suis dans une pièce relativement sombre en plus, mais l'écran aime bien les reflets, hein. Et puis vous pouvez aussi juger de la qualité sonore, puisque là le son est à fond. Donc je vais me taire 2 minutes et vous allez pouvoir entendre un petit peu ce que ça donne. J'ai l'impression que je suis coincé et je sais pas avec quel bouton on saute, tant pis. Le son est un peu faiblard, hein. Évidemment, il n'y a qu'un seul haut-parleur, il n'est pas très grand. Donc je vous recommande, si vous voulez vraiment une bonne immersion quand vous jouez à des jeux, bah de jouer avec... Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? De jouer avec un casque, hein, et c'est comme ça que vraiment vous aurez une bonne immersion, parce qu'avec le haut-parleur intégré, il ne faut pas trop y penser. Bien, alors concernant le surf web, évidemment, le fait que l'écran soit tout petit nécessitera de se rapprocher pour lire les petits caractères, mais le 720p est suffisant pour avoir une bonne visibilité néanmoins. On navigue avec, bien sûr, le joystick droit pour la souris, et avec le joystick gauche, vous voyez, je défile dans la page, donc ma foi, c'est plutôt utilisable et assez agréable. On peut sans aucun problème faire de ce petit PC une machine de surf qui vous suivra partout, et qui aura l'avantage de vous permettre de surfer comme sur un vrai PC, et non pas avec un web mobile qui forcément est un petit peu au rabais. Bien, alors avant de conclure cette vidéo, un petit mot sur l'usage bureautique slash travail de cette bécane. Ma foi, ça fonctionne, hein. Vous voyez, là j'ai ouvert Word et je peux tout à fait taper un texte. La frappe au clavier évidemment sera ralentie par le fait qu'on a un clavier tout petit, et puis gardez bien à l'esprit que c'est un clavier QWERTY, donc vous n'allez pas avoir notamment les caractères accentués ou les choses comme ça. Il faudra compter sur votre logiciel de bureautique pour faire l'accentuation des caractères lui-même. Voilà, donc ça, attention, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte si vous comptez vous servir de ça aussi pour travailler. Après, on peut imaginer plein d'autres usages, hein, vu que la machine est petite et qu'elle se faufile partout. On peut imaginer en faire, je sais pas moi, un serveur d'impression, une petite bibliothèque musicale et on branche ça à un ampli ou à un DAC. On pourrait imaginer vraiment plein de choses. Il y a énormément de possibilités. Le fait que ce soit un PC tout petit, évidemment, ouvre des perspectives inédites. Il faudra quand même garder à l'esprit, si vous comptez en faire un serveur, par exemple, qui n'a pas de port Ethernet dessus, c'est uniquement du Wi-Fi, mais rien ne vous empêchera néanmoins de mettre un port Ethernet par conversion. D'ailleurs, prochainement, je vais tester un petit boîtier qui permet de faire ça. Mais voilà, de base, il n'y a pas d'Ethernet, donc attention pour l'usage serveur, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte. Mais voilà, ça fonctionne, hein. En usage bureautique, on est face à une machine qui, ma foi, offre des performances tout à fait convaincantes. Bien, il est temps d'amener une conclusion à ce produit et de donner une note à cette GPD Win. Pour donner une note à ce produit, il faut d'abord le définir. Qu'est-ce que c'est que la GPD Win? Est-ce que c'est une console de jeu qui fait PC? Non. Pour moi, la GPD Win, c'est un mini PC orienté gaming. Pour le rétro gaming, c'est le panard, on peut aller jusqu'à la GameCube. Certes, on n'est pas en full speed sur certains jeux, c'est sûr. Enfin, regardez, là par exemple, j'ai Zelda Wind Waker, c'est fluide, hein, c'est quand même pas mal. C'est sûr que j'aurais pas le confort d'un Core i7, clairement, mais enfin bon, c'est faisable, hein. Donc en termes de rétro gaming, c'est vraiment super. En plus, les contrôles sont bien foutus, donc aucun problème à ce niveau-là. Au niveau gaming PC, on n'est pas déçu non plus. Vous avez vu Skyrim, il tournait plutôt fluide, donc franchement, à ce niveau-là, c'est nickel. Au niveau PC, évidemment, on est gêné par la petite taille du clavier, mais c'est quand même exploitable. Bon, reste le fait que c'est un clavier AZERTY, mais bon, j'ai envie de dire, ça c'est peut-être plus de notre faute à nous, finalement, que de la faute à la GPD Win. Il fallait bien qu'ils fassent un choix, ils ont choisi le clavier QWERTY qui est le plus répandu dans le monde. On peut pas leur en vouloir pour ça. Après, il y a quand même quelques petits défauts sur ce produit. L'un d'entre eux, par exemple, c'est la présence des boutons Select Start, L3 et R3 ici à droite, alors qu'ils auraient plutôt dû se trouver dans la zone de jeu.
À mon avis, ça aurait eu plus de sens. Et puis, le fait que le stick soit aussi le système de pointage, ce qui vous oblige à faire quelques petits jonglages un peu pénibles pour lancer notamment certains émulateurs, comme notamment justement Dolphin. Si vous lancez Dolphin autrement que par l'écran tactile, c'est-à-dire en utilisant le stick comme pointage, eh ben vous n'aurez pas derrière les contrôles du jeu, ça va pas marcher. Donc, vous voyez, des petites contrariétés. Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. Tout n'est pas parfait dans le monde de la GPD Win. Enfin, ce sont des petits défauts. Je pense pas qu'on puisse vraiment tirer sur l'ambulance à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. La GPD Win est un produit très maîtrisé. Reste un dernier détail, le prix. La GPD Win coûte cher. À 329 €, on peut s'offrir une Switch pour le prix de cette console. À 329 €, on peut s'offrir une PS4. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le côté de poche. Peut-être moins avec la Switch, mais l'autre côté, c'est que la Switch, c'est juste une console. Là, on a aussi un mini PC. Donc, à qui je recommande l'achat de cette console ? Aux gens qui ont aussi besoin d'un mini PC. Sinon, il vaut mieux se prendre une Switch. Les jeux seront forcément mieux et l'écran en plus grand que sur cette petite console-là. Donc voilà, si c'est plutôt le côté jeu pur qui vous intéresse, je vous recommanderais plutôt la Switch. Si c'est le côté hybride PC plus console, cherchez pas, vous trouverez pas mieux. C'est sûr que pour 329 €, vous aurez un PC suffisamment puissant pour bien travailler. Bon, avec un clavier Rikiki, mais ça se gère. Et puis, vous pouvez toujours en brancher un externe. Et puis, vous aurez une console de jeu qui, ma foi, vous permet de jouer aux jeux PC et aux jeux rétro console dans des conditions plus que potables. Donc pour les petits défauts, j'enlève une demi-étoile au produit. Pour le prix, voilà, on est sur un produit hybride qui n'a pas réellement de concurrence, donc je peux pas vraiment enlever de points pour ça. Vous vous ferez votre idée de est-ce que vous avez besoin de ce produit-là ou pas vous-même. 4,5 sur 5 donc pour cette console. Il y a quelques légers petits ajustements qui auraient pu en faire un produit parfait. C'est pas tout à fait le cas, donc je peux pas lui mettre 5. Mais très franchement, si vous cherchez un produit hybride PC-console portable qui se glisse dans la fouille et qui vous permettent de jouer à des jeux dans de bonnes conditions, j'irais pas dire dans des conditions ultimes, faut pas non plus déconner, on n'est pas sur quelque chose qui a une vraie carte graphique, mais on s'en sort quand même pas trop mal, et rien que pour ça, je ne peux que vous recommander chaudement la GPD Win. Et bien voilà, c'était le test de cette GPD Win de chez GPD. Un appareil qui marque un tournant chez la marque, puisque désormais GPD semble davantage se détourner des consoles de jeux et des choses comme ça, et plus se diriger vers des mini-machines, des mini-PC notamment. D'ailleurs, si vous allez faire un tour sur Indiegogo, vous verrez que leur nouvelle campagne de financement participatif, c'est pour un mini-PC tactile de 7 pouces. Sous Windows 10 donc. Donc voilà, on voit clairement qu'il y a un changement de direction chez eux. Est-ce qu'ils continueront malgré tout à nous faire des consoles de jeu? J'espère, parce que franchement elles sont pas mal. Celle-ci est franchement pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!